Parlons de bons remakes. Non, attendez, partez pas, je vous jure que c'est pas une entourloupe. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un consensus général sur les remakes qui décrète que tout remake, en particulier américain, sera mauvais, que c'est toujours une idée de merde. C'est un peu la même généralisation qu'avec le cinéma français maintenant que j'y pense. C'est pas le sujet, on en parlera plus tard de ça. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer qu'il existe de bons remakes, il en existe même plein. Le gros souci avec les bons remakes, c'est que les gens oublient que ce sont des remakes. Ces films transcendent tellement l'œuvre originale que les gens oublient cette dernière et n'ont Dieu que pour le remake. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les films que vous voyez défiler à l'écran sont des remakes. Contrairement aux autres fois, je vais pas décortiquer un ou deux films en entier, on atteindrait très vite les 2 heures de vidéo. J'ai pas assez de café dans ma baraque pour faire ça, donc ce sera plus une disserte sur ce qui fait un bon remake. J'ai pas fait de disserte depuis le lycée. Putain, je me sens vieille. Je vais me concentrer sur 2 films que j'aime à la folie, c'est dire ce sont 2 des rares films que j'ai achetés. Faites pas attention à ça là. Donc on va parler de La Mouche et The Thing, 2 films dont je suis tombée amoureuse au premier visionnage et dont j'avais au départ aucune idée qu'il s'agissait de remake. Bon, pour La Mouche ça a été très vite évident vu le nombre de références à l'original qu'on trouve dans la culture populaire, mais pour The Thing, j'ai découvert l'existence de l'original que très tard. Pareil, j'avais aucune idée que Scarface, un des films les plus populaires de l'histoire du cinéma, était en réalité le remake d'un film très différent. Mais bon, si je commence à parler de 10 films complets, on n'a pas fini et je suis sûre que vous n'avez pas envie de m'entendre blablater pendant des plombes. J'ai choisi The Thing et La Mouche parce que, bon, déjà je les kiffe, mais aussi parce que les originaux et les remakes sont à peu près de la même époque et surtout du même genre, l'horreur et la science-fiction. Donc ils sont assez facilement comparables. Enfin, c'est ce que je croyais. J'étais partie dans l'idée que, bon, les 2 remakes font partie de mes films préférés de tous les temps, la liste est longue, hein, pas moyen que j'aime les originaux autant. Je les ai adorés, mais pour des raisons très différentes. Pour tenter de rester concis, on va parler de 5 points. L'histoire, les effets, qui pour ces films en particulier sont importants, la mise en scène, le son, même si je suis loin d'être une experte sur le sujet, et les thèmes abordés. Commençons par La Mouche. Je suis sûre que tout le monde connaît le synopsis. Un scientifique invente une machine de téléportation, en voulant la tester, il se téléporte avec une mouche toujours dans la cabine et se mélange avec. Y a pas d'autre moyen de le décrire. Dans le remake, on suit l'histoire du scientifique, de sa transformation, dans tous les détails que M. Cronenberg adore nous donner, et de sa fin inévitable dans le sang, la bave, le vomi, le pu... C'est un film de Cronenberg, je peux pas vous décrire ça mieux sans risquer une censure vénère. Sachez juste que si vous décidez de le regarder, gardez une bassine à disposition. Pour l'original, je m'attendais à avoir la même histoire, et autant dire que je fus surprise. On commence le film sur la mort du scientifique, découvert par le français le plus français du Canada, l'histoire se passe à Montréal, et l'histoire débute comme un film policier en fait. On suit le commissaire qui pose des questions au beau-frère, le deuxième français le plus français du Canada, à la femme, le gosse, la servante. C'est une enquête. La femme annonce qu'elle a tué son mari, mais ne l'a pas assassiné, et raconte tout ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là. Le reste du film raconte l'histoire de la femme, et non pas du mari, comment elle a découvert la machine, a soutenu son mari dans ses recherches, découvert ce qui lui était arrivé, a tenté mais échoué de l'aider à retrouver la mouche qui était dorénavant affublée de sa tête et de son bras, puis a finalement accepté de l'aider à se suicider pour ne pas qu'il se transforme en monstre. Le mari n'est pas vraiment le sujet du film, mais ça m'a prise par surprise, je dois l'avouer. Dans le remake, c'est lui et seulement lui le sujet. Certes, il a une copine, mais elle sert pas franchement à grand chose. Je me rappelle ne pas l'avoir vraiment apprécié au premier visionnage. Mais en même temps, j'avais Dieu que pour Jeff Goldblum à poil qui trimballe un singe à ce moment-là. Dans l'original, la femme est traitée d'une manière que j'aime beaucoup, elle soutient son mari quoi qu'il arrive, mais ça se voit que c'est parce qu'elle l'aime à la folie. Elle est beaucoup moins conne que ce que pensaient le commissaire et le beau-frère à la base, elle a l'air trop fan de son mari super intelligent mais l'oblige à lâcher son crayon de temps en temps. Bref, c'est un archétype de personnage très simple, mais fait avec assez de profondeur pour qu'elle soit attachante, et Dieu sait que les personnages de femmes parfaites à une dimension me ressortent par les aisselles, donc vous pouvez me croire. À côté de ça, le personnage du scientifique est du coup beaucoup moins développé dans l'original. À vrai dire, il ne parle même pas pendant la moitié du film, puisqu'il a une tête de mouche en fait. Donc à part le fait qu'il soit accro au travail et aime sa femme, on sait rien de lui. Mais c'est pas très grave, puisque comme je l'ai dit, le sujet c'est sa femme. Je vais pas vous spoiler la fin pour les 2 films, ça servirait pas à grand chose, mais pour le coup, d'un point de vue purement scénaristique, je préfère l'original en fait. J'imagine que quand il est sorti et que les gens ne connaissaient pas le twist de il se mélange à une mouche, l'enquête et la découverte de l'histoire devaient être pas mal choquantes, et elle est bien construite. Du côté du remake, j'adore Cronenberg, mais il a fait le film en sachant que tout le monde savait ce qui allait arriver dès que Jeff Goldblum allait mettre les pieds dans la machine. Donc l'intérêt du film n'est pas vraiment l'histoire ou les personnages, c'est autre chose. Je pense que j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus, Cronenberg gagne. Ce gars est un maître des effets spéciaux en dur, un génie, un dieu. Si vous aimez tout ce qui est body horror, c'est lui le chef. Matez tous ses films, c'est un ordre. Pour La Mouche, selon moi, il a profité d'une histoire simple, que tout le monde connaissait déjà, pour développer au maximum les visuels sans avoir à développer beaucoup de choses autour. Attention, je dis pas qu'il a bâclé l'histoire ou les personnages, ce sont juste pas les points de focus du film. S'il y avait une seule bonne raison pour refaire un film comme La Mouche, c'est clairement l'avancée technologique des effets spéciaux qui gagne haut la main. Dans l'original, on ne voit que 2-3 images de l'homme mouche, et seulement quelques secondes de la mouche homme. Très clairement, Kurt Newman, le réal de l'original, avait conscience qu'il n'avait pas de quoi créer ses effets sans rendre l'histoire ridicule à regarder. Un mec avec une tête de mouche, ouais. Bref, Cronenberg n'a pas seulement amélioré les effets de ce scénario, il en a fait le sujet de son film.
Cette catégorie est un peu compliquée. Vous voyez, d'un point de vue purement technique, déjà dans les années 50, on était quand même limité par rapport aux années 80, comme je l'ai dit sur les effets. Et surtout, les genres de l'original et du remake sont étrangement éloignés, malgré le fait que ce soit le même synopsis. L'original est un film policier qui tourne en SF horreur. Le remake est un film de SF qui tourne au body horror. Ces genres ne sont pas filmés de la même manière, forcément. L'original est très proche du réel, on suit la vie d'une femme qui tourne au cauchemar pas à pas. C'est son expérience qu'on voit, avec quelques touches de mise en scène plus osées par-ci par-là. Yes? Mais ça reste très générique, alors que le remake est totalement axé sur montrer le gore de la situation, à coups de gros plans, de trucs gluants tout lents, de cuts directs malaisants. Putain, je suis un poète, franchement... Ce que je veux dire, c'est que Cronenberg, ayant décidé de se concentrer sur l'aspect visuel de l'histoire et faisant son film 3 décennies après l'original, a forcément plus de marge pour mettre en avant la mise en scène, donc Cronenberg gagne, mais c'est pas vraiment fair play. Une chose pour chaque film. Les bruitages de la mouche et de la machine à téléportation dans l'original sont étrangement clairs. You can take your goggles off now, darling. Et du coup donne un effet non naturel qui, au final, est très à propos dans le film. Et dans le remake, vous l'aurez peut-être deviné, mais les bruitages de tout ce qui a rapport à la transformation du bonhomme sont extrêmement... comment dire... organiques. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Je vous l'avais dit, je suis pas une pro du son, hein. J'ai pas vraiment de gagnant pour cette catégorie, j'ai la sensation que les deux font de leur mieux avec ce qu'ils ont à disposition, mais sans plus. L'original parle, selon moi, pour le coup c'est très personnel, principalement de la relation entre la femme et son mari, en nous décrivant par des petits détails l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre tout au long du film, tout en gardant cette épée au-dessus de l'histoire qu'est la mort du scientifique que l'on connaît depuis la première minute du film. Au début on veut savoir ce qui a poussé une femme à tuer son mari, est-ce qu'elle le détestait, le voulait mort, pour se rendre compte que c'était tout l'inverse, qu'elle l'aimait tellement qu'elle se devait de le tuer. Oui, y a un mec avec une tête de mouche, je sais, mais regardez-le et dites-moi si c'est vraiment ça dont vous vous souvenez au final. Et le remake parle plus de l'obsession du scientifique à avancer le plus vite possible, quitte à ignorer tout signe qui démontrerait ses erreurs, qui se prend pour Dieu et se croit infaillible, et en paye le prix fort au final. Dans le lot, on a aussi le thème de la dégénérescence du corps, et tout un arc sur la naissance, dont je ne préfère pas parler là tout de suite. Pour vous comme pour moi. Sans transition parce que j'en ai pas trouvé, parlons de The Thing. Dans le remake, on suit une équipe de bons et justes américains coincés dans une base de recherche en Antarctique en 1982. Alors qu'une équipe norvégienne tente de tuer un de leurs propres chiens avec un putain d'hélicoptère, ce dernier se crache et les Américains récupèrent le chien. Ils vont checker la base des Norvégiens et y trouvent une créature étrange, et tous les résidents morts ou disparus. Très vite, il devient apparent que la bestiole peut assimiler n'importe quelle créature et prendre sa forme. N'importe qui dans la base pourrait être elle. La paranoïa s'installe rapidement dans l'équipe et on assiste à une course effrénée pour la retrouver et la tuer. Dans l'original, on suit un journaliste qui, à la recherche d'une histoire intéressante, rejoint une équipe composée de beaucoup de scientifiques et de militaires américains qui ne s'entendent pas forcément dans une base au pôle Nord. Ils tombent pendant leur recherche sur une soucoupe volante enfouie dans la glace et la détruisent parce qu'ils décident que la meilleure manière d'extraire quelque chose de la glace c'est une bombe, mais le pilote de la soucoupe est intact dans la glace et ils le ramènent dans leur base. La chose se réveille et après avoir été attaquée par un membre de l'équipe, par les chiens de traîneau, puis par tous les militaires, elle se défend en attaquant tout le monde et se nourrit avec le sang d'un des chiens. Les scientifiques veulent tenter de communiquer et apprendre de la créature alors que les militaires veulent la détruire. Après avoir découvert ses capacités de régénération et de survie étranges, et après plusieurs attaques, ils arrivent finalement à en venir à bout. Donc en fait, à part le fait que ce sont des Américains qui trouvent un alien dans un endroit froid, il n'y a pas beaucoup de points communs en fait. Le remake de Carpenter se concentre sur la survie d'une équipe soudée qui commence à douter les uns des autres, sur la paranoïa intense qui découle de la situation, avec une bonne dose de sang et de tripes pour épicer tout ça. Tout est dans le suspense. Dans l'original, l'équipe est beaucoup plus grande et on sent des tensions dès le début entre la team scientifique et la team militaire. Tout le film tourne autour des dialogues, des échanges d'idées sur la créature, des découvertes de son fonctionnement, de sa reproduction rapide et de comment la tuer éventuellement. Comme pour la mouche en fait, le film est beaucoup plus naturaliste.
beaucoup plus proche des personnages que du monstre au final. Et du coup, il y a une chose que l'original réussit beaucoup mieux que le remake, que pourtant je porte totalement dans mon cœur, ce sont les dialogues. On se retrouve avec 5 ou 10 personnes à l'écran qui tiennent plusieurs conversations, qui nous lancent de l'exposition dans une ligne pour faire ensuite une blague perso qu'on comprend pas, et jouer aux cartes en parallèle. Ces échanges sont hyper réalistes et beaucoup plus naturels que lorsque les personnages attendent sagement que quelqu'un ait fini de parler. Les lignes se chevauchent, des gens parlent dans le fond d'un sujet totalement différent pour ensuite s'intégrer au premier plan, ça frétille de conversations dans tous les sens et malgré la quantité d'informations qu'on reçoit, on n'est pas perdu. C'est un style d'écriture de dialogue que j'ai aussi remarqué dans La Mouche, mais en un peu moins prononcé quand même. Ce qui me fait me dire qu'avec le temps, les scénaristes ont commencé à moins se reposer sur les dialogues dans le cinéma. Après tout, ça fait combien de temps que vous avez pas vu un dialoguiste crédité dans un film? Ma petite théorie perso, c'est que comme on a petit à petit pu montrer beaucoup plus de choses à l'écran avec l'avancée des effets et du matériel utilisé, que les scénaristes et les réalisateurs ont pu s'appuyer de plus en plus sur le show don't tell et non plus sur les dialogues pour faire passer des infos aux spectateurs. Et c'est cool, hein, mais ça me manque un peu les dialogues finement tricotés quand même. Comme pour La Mouche, pour cette catégorie, il y a pas photo. Carpenter n'est selon moi pas aussi doué que Cronenberg pour ce qui est des effets spéciaux, mais il est clairement dans le top des réalisateurs d'horreur. Il s'est franchement fait plaisir avec l'histoire de base qui lui a laissé pas mal de marge pour imaginer des visuels grotesques et écœurants pour les transformations de la créature. Tous les gens qui ont vu le film se rappellent de la scène du chien et de la scène de la tête. Non, je peux pas vous les montrer, là faut pas abuser, allez donc voir le film. Pour celui-là, pas besoin de bassine. Je crois. Dans l'original, la créature n'est qu'un grand bonhomme en fait. Mais il y a tout de même des scènes qui m'ont impressionné vu l'époque, comme cette scène où à peu près tout le cast prend feu en 15 secondes. Pas sûr qu'on puisse faire passer ça aux assurances aujourd'hui. Mais dans tous les cas, Carpenter gagne. Comme pour les films sur La Mouche, ici c'est compliqué de juger de la mise en scène. Les deux films sont très éloignés dans leur approche du genre, de l'horreur et de la science-fiction. Je dirais que l'original penche plus du côté de la science et le remake plus du côté de l'horreur. Ce qui fait que l'original est filmé beaucoup plus proche des personnages et de leurs dialogues, sans s'attarder trop longtemps sur la créature. Encore une fois, ça donne un rendu naturaliste proche du réel. Donc pas forcément palpitant sur grand écran en fait. Je sais même pas si je catégoriserais l'original comme un film d'horreur aujourd'hui. C'est plus proche du thriller de science-fiction. Mais bon, à l'époque, je suppose qu'il devait bien foutre les jetons, je dis pas. Et je saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais j'adore cette transition. Le saut entre l'extérieur froid et hostile et l'intérieur accueillant et plein de vie, le tout en noir et blanc. Je sais pas, ça marche super bien. Le remake est centré sur la représentation de la tension, c'est un exemple de mise en scène du suspense. Beaucoup trop d'élèves d'école de ciné ont décortiqué la scène des boîtes de pétri depuis sa création. On a un mélange de mise en scène du grotesque et de la paranoïa qui crée un tout qui garde en haleine jusqu'à la dernière minute. C'est pas pour rien que ce film est présent dans toutes les listes de meilleurs films d'horreur qui existent. Donc pour ce qui est de la mise en scène de la science-fiction, attention, c'est une fan de Star Trek qui parle, je penche du côté de l'original. Entre les discussions et les expériences faites sur la créature, il y a de quoi faire. Mais pour la mise en scène de l'horreur, du suspense et de la paranoïa, c'est clairement le remake qui gagne. Si vous connaissez un minimum Carpenter, vous savez sûrement ce que je m'apprête à dire. La musique. La musique de ce remake, une des meilleures bandes originales de l'histoire, et je pèse mes mots. Composée par Ennio Morricone, j'en profite pour rendre mes hommages à un des plus grands, si ce n'est le plus grand des compositeurs de l'histoire du cinéma, qui est décédé ce juillet 2020. Étrangement, comme pour le film à sa sortie, cette bande originale était détestée par le public, elle a même été sélectionnée pour un Razzie Award, mais au fil des années, comme avec le film, elle est passée du statut de détestée au statut de classique incontournable. Pour ce qui est du sound design, comme pour le remake de La Mouche, on a droit à pléthore de sons organiques qui accompagnent les transformations de la chose. Dans l'original, même si on n'atteint pas le niveau du remake, j'aime quand même pas mal la musique. Ils utilisent le thérémine couplé au son du vent arctique pendant les moments de tension, et je trouve ça très bien trouvé. Et puis j'adore le thérémine. Je suis fan de Star Trek, seuls mes pères peuvent me juger. Peut-être que je lis pas assez profondément dans les mecs, mais le thème principal reste pour moi la paranoïa. C'est ce qu'on nous met dans la tronche tout le long du film. La créature est dépeinte comme n'importe quel monstre de film d'horreur, et elle est là pour faire le plus de victimes, et nos héros doivent la trouver et la détruire, y a pas vraiment de question là-dessus. C'est la tension interne de l'équipe qui garde notre attention. Ce questionnement constant de qui pourrait être la créature. Est-ce que cette personne agit bizarrement à cause du stress ou parce qu'elle est plus elle-même? Quand la chose va-t-elle frapper à nouveau? Combien de temps nos héros vont-ils tenir? Vous le saurez au prochain épisode! Plus sérieusement, ces conflits internes sont la sève du film, et les effets spéciaux léchés, une jolie écorce à mater. Je sais pas trop où je vais avec cette métaphore. Bref, Carpenter a choisi ce scénario pour mettre en scène la paranoïa, et le fait avec brio.
Dans l'original, la seule tension que j'ai vue était finalement entre les scientifiques et les militaires. J'avais la sensation que la créature subissait ce qui lui arrivait sans vraiment chercher activement à chasser les résidents de la base. On a ni paranoïa ni monstre sans aucune autre motivation que d'être dans un film d'horreur. Ce qu'on a, ce sont des humains qui retrouvent et agressent de suite un alien et s'étonnent ensuite qu'ils soient violents à leur égard. Un des scientifiques souligne d'ailleurs ce qu'ils font vivre objectivement à l'alien dans le film. J'ai vécu le film comme un débat entre l'avancée de la science à tout prix et la survie par la violence. Sachant que c'est la dernière qui gagne, je sais pas trop quel est le message du film pour être honnête. Et le film se termine sur une note tout à fait positive, sans trop de pertes du côté des humains, et la mort de la créature est entièrement une bonne chose, donc ça tire une balle dans le pied du débat qui avait été ouvert, et c'est plutôt décevant. Mais du coup, quels sont les meilleurs films? Les remakes ou les originaux? Roulement de tambour. Ha! Vous avez cru que j'allais noter les films? Les classer peut-être? Que nenni! Noter un film, ça a toujours été une idée débile pour moi. Vous vous imaginez noter La 7ème, Les Misérables, Othello, Harry Potter, Yellow Submarine, je sais pas moi, n'importe quelle œuvre intellectuelle? Donner une note sur un barème constant à des œuvres qui sont tellement complexes et différentes, c'est une idée à la con. Toutes ces longues et fastidieuses comparaisons sont là pour vous montrer qu'avec une même histoire, donnée à des personnes qui ont une vision, une idée précise qu'ils peuvent mettre en avant avec une histoire qui s'y prête particulièrement bien, un remake peut très bien se détacher de l'œuvre originale, quitte des fois à la surpasser. Un synopsis, une histoire ou même un script complet ne sont qu'une petite partie d'un film. Un film, c'est du son, de la musique, des dialogues, des cadrages, du montage, de la lumière, des acteurs, des décors, du trucage, des impros. Un film, c'est la somme de tellement d'éléments que se dire que le simple fait de raconter la même histoire sera répétitif est totalement débile. Une même histoire peut être racontée de tellement de manières différentes. Et il y a des mauvaises manières, hein, mais il y en a des bonnes, des excellentes même. Ce que je voulais montrer avec cette vidéo, c'est que même entre deux films qui partagent la même histoire, on peut se retrouver avec deux interprétations qui n'ont pas franchement de rapport entre elles. Deux œuvres qui abordent l'histoire, les visuels, le son et la mise en scène de manière différente, et surtout qui soulèvent des thèmes propres à chacune. Je m'étais promis de pas parler de plus de 2 films. Bah du coup, je vous conseille tous les films qu'on a vus aujourd'hui, hein, autant les remakes que les originaux. Ils sont tous très bien, mais tous pour des raisons différentes, donc voilà. Et oui, pour les films de Carpenter et Cronenberg, quand même, faites gaffe, hein, c'est visuel, c'est très visuel. Âme sensible à s'abstenir, je vous aurais prévenu. Comme d'hab, abonnez-vous, partagez, tout ça, bisous!